Vous le connaissez peut-être comme le chef de chœur avec qui chante Patrick Fiori ou qui a emmené des milliers de voix sur la scène des Enfoirés. À la tête de la plus grande chorale d'Europe, plus de 10 000 chanteurs, 126 chorales, Franck Castellano a marqué l'imaginaire collectif. Mais réduire Franck à un homme de musique serait passer à côté de l'essentiel, car derrière le chef de chœur, il y a l'un des entrepreneurs les plus solides et atypiques que je connaisse. Pas de Startup Nation, pas de levée de fonds, pas de growth hack. Franck a choisi un autre chemin, celui de la patience, de la fidélité à une vision, de la construction pierre après pierre. Il a mélangé ce que beaucoup jugent inconciliable, créativité et rigueur, association et business, art et succès financier, influence et solidité. Résultat, un modèle communautaire unique qui inspire autant qu'il bouscule. Cette interview s'adresse à ceux qui n'en peuvent plus des discours copier-coller sur l'entrepreneuriat, à ceux qui veulent bâtir des communautés vivantes, à ceux qui cherchent à unir épanouissement humain et impact durable. Bienvenue dans la tête de Franck Castellano. Un chœur gospel professionnel aux États-Unis pour faire une tournée. Wow. Tournée mondiale, j'ai été recruté et de suite ils ont voulu me prendre. J'ai refusé l'offre. Une opportunité incroyable. J'imagine dans ton cœur, il y a un discernement de dire c'est peut-être pas ça. Un gars de TF1 ou quoi qui lui propose un chèque énorme pour avoir une émission. Et lui, comme toi, il sent qu'il faut pas qu'il le fasse. C'est bizarre, hein? Et il dit non, alors qu'à mon avis, c'est 10 ans qu'il se bat pour ce truc, ce moment-là, et il sent que non. Quand Satan, il peut pas te bloquer, il te pousse en avant. J'ai monté la chorale et arrive notre première représentation. J'ai fait 3, 4, pas tous les week-ends de l'année, partout en France, en tant que chef de chœur avec cette chorale. Franck, quand tu lances le Chœur du Sud en 2006, c'est ça, hein? C'est ça. Est-ce que tu avais déjà la vision de ce que c'est aujourd'hui? Mais carrément pas. Non? C'était quoi? C'était juste, je vais faire une petite chorale Ah ouais, complètement. En fait, je venais de perdre mon job. J'avais un super virage là que j'étais en train de prendre. Et comme j'avais déjà dirigé des chorales pendant longtemps, j'ai dit, je vais faire ça. Je vais tenter d'ouvrir un chœur. Mais dans une logique business ou là tu dis plutôt bénévolat? Ouais, business, ouais. Ouais, dans l'idée parce qu'en fait, il me fallait un travail. J'étais prof de guitare classique et à côté, je cherchais un complément pour arriver à avoir un salaire pour pouvoir vivre en fait. Et donc j'avais les cours de chant, les cours de guitare et la chorale. Donc voilà. Et quand j'ai vu que ça avait fonctionné et qu'on a eu donc 25, on était au total, eh bien j'ai trouvé ça. Je me suis dit, il y a un truc. Il y a un truc. Donc, je me suis dit, un jour, je serai 100 choristes. Ok, ça, c'était l'objectif. Ouais, c'était l'objectif, 100 choristes. Et je me suis dit, dès que je suis à 100 choristes, je téléphonerai pour essayer de chanter, d'accompagner un artiste. D'accord. C'était tout le bête. début de la vision, en fait. Complètement. Et avant ça, donc à 19 ans, tu fais ta première comédie musicale. C'est ça. Petit homme. Toi, la musique, ça a toujours... c'était un peu ta voix ou t'étais dans d'autres choses? Non, en fait, mes parents m'ont donné une éducation musicale. Ils voulaient vraiment que je fasse ce conservatoire. Pour eux, c'était très important que j'apprenne la musique, tout comme mon frère. Donc, j'ai commencé par la clarinette. J'ai dû arrêter au bout de quelques mois parce que j'ai eu 2 tympans percés qui ne se rebouchaient pas. Donc, j'ai eu 2 greffes de tympans. Wow. Et j'avais plus le droit d'avoir de pression sur les tympans. Donc, il a fallu que je change d'instrument. D'accord. Et j'ai fait comme mon frère, je l'ai copié purement et simplement et j'ai fait de la guitare classique. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, 19 ans, tu te lances dans un projet de comédie musicale. Et ça, c'est en mode bénévole? En fait... Dans quel contexte? En fait, l'histoire, elle est un peu plus drôle que ça. Puisque j'ai fait mon parcours de guitare, classique, etc. J'ai fait le conservatoire. Mais moi, en fait, je kiffais les chorales adolescents. D'accord. C'est-à-dire que quand tout le monde écoutait de la musique, moi, j'écoutais des chorales. Ok. Chelou. Chelou, et je vais te dire aller jusqu'au bout, puisqu'en fait, je m'enfermais dans ma chambre pour pas qu'on me voie. Et je mettais la musique des chorales, je fermais les yeux. Et je dirigeais en même temps que j'écoutais. Quoi. Ah ouais? Ah ouais, c'était mon trip. D'accord. Donc en fait, ça n'a pas été... la chorale, c'est pas une histoire... opportuniste, quoi. Ouais, ça n'a pas été un truc... tiens, il y a un truc à faire au niveau business. Non, pas du tout. C'est qu'il y avait une passion. Wow. Et ça a commencé à l'âge de 12 ans. Je me baladais dans la rue. Et mais là, je vais te faire un truc à l'américaine. Vas-y. Je me baladais dans la rue. Storytelling. J'entends une chorale chanter. Ok. Je rentre
dans l'église. C'était une église protestante. Je rentre dans l'église, je m'assois au fond et je suis percuté, quoi. Wow. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? En fait, j'ai été touché par les voix. J'ai été touché par l'explosion vocale, en fait. Pourtant, c'était une chorale, ils étaient entre 30 et 40. C'est quand même une chorale sympathique. Mais dans l'idée, l'explosion des voix, les gens chantaient, ouvraient, quoi. La bouche, ça résonnait. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Wow. Et ça m'a percuté, quoi. Ok. Vraiment. Et t'as quel âge quand tu fais ta première chorale en 2006 T'as quoi, 25 ans, 30 ans? J'ai j'ai 27, 28 ans. Ok. J'ai 27, 28 ans. Ouais. Donc t'as quand même attendu un peu avant de vraiment croire en ce rêve d'avoir des chorales et d'en faire ton métier. Non, je dirigeais d'autres chorales avant. Ah oui, d'accord. Ah ouais, parce que là, ça a été... pour être franc, comme dire, je vais être super clair avec toi. Bon, j'ai un passif dans une église où j'étais pasteur. Ok. Donc, en fait... chorale, pasteur, ça va ensemble. Voilà, gospel, le monde du gospel. Et vraiment, il s'est passé un truc justement dans le milieu du gospel, de la chorale, et qui m'a vraiment, percuté. Et suite à une expérience personnelle, à l'âge de 16 ans, j'ai eu envie d'être pasteur. Donc, j'avais déjà cet objectif. À la fois, j'aimais les chorales et tout ce qui concerne les chorales, mais à la fois aussi... Il y avait ce côté perso que j'étais en train de vivre, qui était très fort pour moi et sur lequel j'avais déjà enclenché l'idée de faire des études de théologie dans le but d'être pasteur. Donc là, le côté communautaire, les gens qui mettent leur trip dans la voix et tout, ça c'est depuis toujours, quoi. C'est ça. Et tout ça qui se mélange. La chorale, à la base, c'est gospel. Hein, oui, c'est en fait l'idée du gospel, de la chorale aussi. J'ai envie de dire, c'était pop. On appelle ça chez nous plutôt worship. Je veux dire, c'est dans l'idée. Donc, c'est pas obligatoirement du gospel pur et dur avec Happy Day ou Wonder Sense. C'est vraiment, il y a des chants qui sont plus qu'on va assimiler, j'ai envie de dire, à la variété. Okay. Mais c'est pop, voilà. Et c'est ça que j'aimais bien, quoi. C'est qu'on découvrait d'autres styles musicaux qui étaient super intéressantes. Parce qu'en fait, ça a amené les gens, je veux dire, à découvrir autre chose sur le domaine de la musique. Je veux dire, et ça, c'était super, quoi. Et trop donc, bien. Dans le cursus, donc j'ai passé mon bac, et là, je me suis inscrit, donc, justement, à cette école de théologie, quoi. Et là, c'est là où tout a basculé, vraiment. Dans quel sens? Juste avant, à 19 ans, je devais partir normalement dans un groupe professionnel, qui était un chœur gospel professionnel aux États-Unis pour faire une tournée. Wow. Et une tournée mondiale, j'ai été recruté et de suite, ils ont voulu me prendre. Et ça a été pour moi un rêve qui se réalise, quoi. Ouais, en fait, non, même pas un rêve, parce que dans ma tête, je concevais même pas. Mais tu sais, d'un coup, tu marches et puis d'un coup, il y a une grosse fenêtre qui s'ouvre, t'as de la lumière qui rentre. Tu dis, waouh, ouais, un truc comme ça, je suis sûr que je pourrais m'éclater, quoi. Ouais. Et finalement, par des différentes circonstances, j'ai refusé l'offre. Okay. Et le lendemain, j'ai un gars qui m'appelle et qui me dit, écoute, je vais monter un camp de jeunes pour moyenne d'âge 20 ans. Et là, j'aimerais qu'on écrive une comédie musicale et j'aimerais qu'il y ait une chorale. Et là, j'ai dit, je peux pas... J'ai dit non à ça. Ça, je vais dire oui. Et je me suis enfermé pendant 4 mois dans ma chambre. Et j'ai écrit les musiques, j'ai écrit tout ça. Donc même les chorégraphies, enfin j'ai tout fait. Une comédie musicale qui s'appelait Petit Homme. Et on a fait ça pendant 3 semaines l'été. Et ça a été une super expérience, parce que c'était vraiment la première fois que je dirigeais une chorale, 19 ans. Arrive 20 ans, donc l'école de théologie, donc l'année qui a suivi. Quand j'arrive dans cette école, c'est un peu, je te dis, j'invente rien, je t'assure, mais on dirait, ça fait vraiment Sister Act. Il y avait dans cette école une chorale qui était vraiment pas bien réputée du tout, quoi. Du genre, tout le monde avait honte de cette chorale. Okay. Mais le directeur de l'école, de l'Institut de théologie biblique, avait vraiment décidé que pour lui, c'était important d'avoir une chorale. Okay. Voilà, il fallait une chorale, quoi. C'était le seul moyen qu'il avait de rassembler tous les étudiants et qu'on pouvait se présenter, comme ça, on avait une identité commune, quoi. Sauf que ça avait une sale réputation, quoi. Mais vraiment. Mais quand je te dis vraiment, c'est que quand je suis arrivé dans l'école pour m'inscrire, tout le monde a dit, oh non, il y a la chorale, oh non, tout le monde, voilà, quoi. Et quand je suis arrivé à première année,
Le chef de chœur, il était pas trop mal. Sincèrement, il a présenté un truc, voilà, c'était un peu rétro et tout. Et ensuite, on m'a demandé de diriger l'année qui a suivi, la deuxième année. Et là, mec... C'est éclaté. En fait, je savais pas qu'il y avait autant de protocoles parfois dans les églises et tout. Donc moi, je suis arrivé... J'ai rien demandé du tout parce que je ne savais pas qu'il fallait présenter les partitions, il fallait leur montrer le chant, parce que c'était une école, une institut sur laquelle sortaient plein de pasteurs, quoi. Moi, j'avais 20 ans, 21 ans, j'ai dit, allez, boum. J'ai pensé à la comédie musicale que j'avais faite, c'est-à-dire avec beaucoup de folie. Ouais. Et j'y suis allé, et j'ai monté la chorale. Même les étudiants, ils étaient un peu choqués parce que c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Et arrive notre première représentation. Okay. Et là, c'était dans une énorme église protestante à Bordeaux. Donc, les choristes s'installent. Moi, je m'installe. Et puis, derrière, voilà quoi. Mais je sais pas comment dire la sensation que tout le monde... Aïe, aïe, aïe. Tu sais, tu sais, cette pression un peu, tu le sens, c'est palpable que tout le monde, j'ai envie de dire, écoute comme ça. tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai fait 3... Bah! Et c'est parti, c'était tellement, violent musicalement. Ok. Que je m'en souviens que le directeur, il était comme ça. Il était assis comme ça, droit comme un i, il était super fier. Et puis moi, j'ai cartonné comme j'y suis allé, quoi. On se retourne. Vraiment, les gens, ils ont été choqués. Tout le monde était heureux. Mais moi, je savais pas que c'était à ce point-là la mauvaise répute, on va dire. Et je sors. Et le pasteur principal chope le chef de chœur, parce qu'il y avait une autre chorale, et il dit « Mais c'est quoi? Pourquoi ils sont meilleurs que nous? Pourquoi ci? Pourquoi là ?» et tout. Et là, je suis parti, écoute-moi bien, tous les week-ends de l'année, partout en France, en tant que chef de chœur avec cette chorale. Et on a révolutionné le monde protestant juste avec cette chorale. Pour ça, c'est un peu à la Sister Act, parce qu'après, tout le monde me voulait dans son église. Génial. Ah ouais. Ce que je trouve trop cool dans ton histoire, c'est déjà tu acceptes une opportunité incroyable. J'imagine dans ton cœur, il y a un discernement de dire c'est peut-être pas ça. C'est ça. Pour une plus petite opportunité. C'est ça. Et t'es fidèle dans les petites choses. Et après, il y a des grandes portes qui s'ouvrent. Et je trouve que là-dedans, il y a une belle leçon, en fait, de pas mépriser les petits commencements. C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est que personnellement, tu vois, j'ai aimé ce que tu as dit, le ressenti. Ça a été pour moi, je veux dire, très très fort. C'est-à-dire que même si j'avais vraiment envie d'y aller, je sais pas, j'avais un truc qui allait pas, comme un non. Ouais. Je veux dire, c'est même pas comme un non, il y avait un non qui résonnait. Une intuition qui te dit non. Voilà, et j'ai dit non, j'irai pas. Ouais. J'irai pas. Et ça, j'ai envie de te dire, je l'assimilerai à mon côté spirituel, qui reste de l'ordre du personnel, mais dans l'idée, je vais l'assimiler un petit peu à ça. C'est du discernement. Ouais, il y a un peu de ça, mais je sais pas, moi, par contre, quand pour Petit Homme, j'ai accepté d'écrire la comédie musicale, non, je m'attendais pas à vivre une aventure jusqu'à présent. Pas du tout. Parce que je crois que c'est parti d'ici. Ouais, je crois que c'est un sujet aujourd'hui sur les jeunes entrepreneurs, les gens qui se lancent. Ils veulent tout de suite des choses incroyables, mais ils oublient que les gens aujourd'hui qui sont dans les hautes sphères ont souvent commencé, comme toi, tout petits, et ont été fidèles dans des petites choses, et parfois ont même refusé des grandes opportunités pour rester alignés avec eux-mêmes. J'écoutais dernièrement, c'est un comique assez connu, je crois que c'est Jamel Debbouze qui raconte ça. Il était à ses débuts. Il fait ses premiers petits spectacles, et là il y a un gars de TF1 ou quoi qui lui propose un chèque énorme pour avoir une émission, et lui, comme toi, il sent qu'il faut pas qu'il le fasse. C'est bizarre, hein? Et il dit non, alors qu'à mon avis c'est 10 ans qu'il se bat pour ce moment-là, et il sent que non, et on sait qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et je trouve que parfois il y a des opportunités. Tu sais, moi j'aime bien cette phrase un peu classique, ma mère me dit toujours, quand Satan il peut pas te bloquer, il te pousse en avant. Ouais, c'est vrai, il y a des trucs comme ça parfois, en fait, où on peut se faire piéger. Moi, ce qui me fascine avec ton parcours, c'est que tu es un autodidacte dans le monde de l'entrepreneuriat. On se connaît depuis quelques années. Et moi, si je devais décerner un prix de l'entrepreneur, c'est à toi que je le donnerais. Parce que... Non, en fait, t'es déliré, mais c'est vrai. Parce que, en fait, t'as le modèle parfait. En fait, et tout ça sans vraiment
l'avoir étudié. Mais tu vois, je pense que si aujourd'hui en école de commerce, on devait imaginer le modèle parfait, ce serait ce que tu as créé. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des communautés engagées, mais à petite échelle, donc qui sont hyper autonomes. Il y a une grande fidélité. Tu rends un service incroyable parce qu'au-delà de la musique, c'est du lien social que tu fais. Tu te feras jamais disrupter par l'IA, par le digital ou quoi, parce que c'est des humains qui se retrouvent. Derrière, il y a le côté épanouissement musical, les grandes scènes, les grands artistes. Il y a de la stabilité financière. Enfin, c'est le modèle qui est scalable. Tu pourrais même être dans plein de pays. Enfin, tu pourrais être dans le monde entier avec ce modèle-là qui se développe. Malgré tout ça, en fait, tu es un autodidacte et tu n'as pas fait d'école ou quoi, mais comment tu as fait? En fait, j'ai fait des études de communication organisation jusqu'au bac, mais il n'y a pas de mystère, hein, David. C'est le travail. Ok. Oui, mais il y a plein de gens qui travaillent beaucoup. Oui. Et je veux dire... Mon scénario de ma vie fait que je me suis toujours trouvé très, très bête. Pas du tout intelligent. Ah ouais? Ouais, parce que j'étais dyslexique. Mais je ne le savais pas. Okay. On l'a découvert à 14 ans. Ça veut dire que mes 14 premières années, eh ben, en fait, j'avais beau travailler, zéro. À 14 ans, quand on m'a découvert que j'étais dyslexique, j'ai été quelque part soulagé, mais c'était trop tard. Je travaillais comme un fou pour avoir à peine 10 de moyenne. Ok. C'était horrible. Oh. L'école, pour moi, c'était horrible. Les vacances scolaires, tu sais, les petites vacances au repos. Moi, je travaillais du matin au soir. Tu rentrais dans ma chambre, c'était rempli de fiches. Mais c'était toi qui te mettais cette pression ou tes parents? Non, c'était moi. Parce que, tu voulais réussir? Bah, c'est pas que je voulais réussir, c'est que, tu sais, quand tu te sens bête, c'est terrible parce que t'essayes d'être, comment dire, normal. Ok. Et moi, mon but, c'était au moins de paraître normal. C'est-à-dire que personne savait que je travaillais comme un fou. Ouais. Mais je voulais être au moins essayer d'être normal. Au moins essayer de cacher mon côté bête et pas intelligent et, c'est fou. Et inférieur. Okay. Vraiment, c'était le mot, quoi. Je veux dire... Et tout ça, ça a été que je me suis forgé une mentalité de structure. Dans ma tête, je savais qu'il fallait être structuré. Structuré. Et je pensais pas un jour que ça allait payer. Okay. Mais le fait que j'ai appris à être structuré fait que j'ai gagné beaucoup de temps. Surtout quand je suis allé dans une formation, c'était un gars qui était pareil, autodidacte, et qui avait une famille, qui avait un bateau et qui vivait sur un bateau. Okay. Et son histoire à lui, elle était juste extraordinaire, parce que lui, il disait, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il fallait que je rentre 100 francs par jour pour nourrir ma femme et mes enfants. Okay. Et il m'a dit, et j'ai dû vivre comme ça. Okay. Et il m'a dit, si tu veux, on a sympathisé, il m'a dit, viens 2-3 jours à la maison, je te forme, et puis tu prendras ce qu'il y a à prendre. Okay. Et je suis allé chez lui, et j'ai fait 2 jours de formation. Ça a changé ma vie. Qu'est-ce qu'il t'a raconté là? Ça m'intéresse. Alors là, ça a été la formation de ma vie, quoi. Puisque en fait, je suis arrivé, il m'a dit, voilà... T'as quel âge à ce moment-là? Là, j'avais 23 ans. Ok, donc c'est avant la chorale. Avant la création de la chorale, voilà. Business, 23 ans, j'arrive, donc je sors non, j'avais 24 ans, pardon, excuse-moi. Tu sors des études bibliques. Voilà, je sors de mes études. J'ai été pasteur pendant 2 ans et demi, j'arrête. Et j'ai 24 ans. J'étais pas marié, donc je m'en souviens que j'étais pas marié, donc voilà. Et je me suis marié à 25, donc ça devait être que 24. Et suite à ça, le mec, il m'a dit, et c'était la mode, tu sais, des sites internet. Tu sais, tout le monde voulait sa page, site internet et tout, son truc pour pouvoir présenter. Et lui, il avait trouvé le filon, il y est allé, il prenait des photos dans les magasins, hop, et il vendait le concept, photo, tu voyais le commerçant, il y avait comment ça s'appelle, différentes photos du magasin, il mettait en valeur quelques produits, et il vendait ça. Ok. Bien le truc. Ouais. Et il m'a dit, voilà, bah, tu sais ce que tu vas faire, tous les sites internet que tu vas faire, eh ben, tu gardes pour toi, vas-y, fais-le. Ok. Et moi, j'ai dit, c'est pas compliqué, photo, tu regardes un petit peu ce qui se passe dans le magasin, truc, et puis lui, il fait la présentation, et puis il y a juste à signer le contrat, et c'est fini, quoi. Okay. Et là, je me suis dit, bah, c'est cool, argent facile, on va dire. Ouais. Et il m'a dit, je te laisse faire. Et là, je suis arrivé sur le bureau, j'ai pris mon ordinateur, j'ai pris le village, la ville où on était, la ville,
Et j'ai commencé à prendre tous les magasins, à les lister les uns derrière les autres, tac, 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 tac. Et tout, j'ai commencé, je veux dire, à faire le truc et tout. Et à la fin de la journée, j'ai dit, bah voilà. Et je lui montre. Il me fait, waouh, t'as super bien structuré et tout, franchement, bravo et tout. Ok. Il me fait, maintenant, dépose-moi ici tout ce que t'as gagné. Et là, j'ai dit, mais j'ai rien gagné. Et il m'a dit, donc, du vent. Wow. Tout ce que tu as fait servait à rien. Et là, ça a été l'illumination. J'ai compris que structurer, c'est super bien, mais si tu n'étais pas efficace, ça servait à rien. Okay. Donc, tu peux structurer et monter des dossiers de malade comme ça en entreprise, faire des trucs et des trucs. Si tu n'es pas efficace dans ta façon de bosser, eh ben, il n'y a rien sur la table. Tu as un dossier, mais tu n'as rien sur la table. Et là, ça a déclenché, j'ai compris qu'il fallait être efficace. Okay. Et quand tu mélanges ça avec le fait de comprendre ce que les gens ils veulent, je veux dire, ce que les gens ils voulaient, je veux dire, dans le milieu de la chorale et dans le milieu musical, c'est quoi? C'est se faire du bien, en fait. Donc l'idée, c'était pas de leur dire regardez tel morceau de Mozart, de Vivaldi. Non, c'était de prendre un chant de Goldman et de dire tiens, t'as vu, t'arrives à le chanter. Ah, t'as pas une grande voix, mais tu chantes assez juste pour pouvoir le faire. Et puis on va travailler une deuxième voix, on va travailler un contre-chant. Et juste le contre-chant suffisait. Ils n'avaient pas besoin de faire du Mozart, ils avaient juste envie de se faire plaisir. Quand j'ai compris ça, que c'était le plaisir, le vrai moteur. La structure, je l'avais naturellement, puisque j'avais bossé depuis tout jeune. Mais là, il fallait trouver l'efficacité. Et c'est là où, en fait, ça a été étonnant. Donc, tu es resté, et c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné quand j'ai analysé ton parcours, c'est qu'en gros, tu es resté sur ce qui marche, et sur tes formules, et tu n'as pas fait de chichi autour efficace. Non. Mais quand même, en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que ta manière de structurer, et en fait, au bout d'un moment, ça devient quand même de plus en plus compliqué. Comment tu fais, toi, quand ça grandit, que tu es face à des défis? T'étudies. Ok. Donc, toi, t'es... Ah ouais, j'ai étudié. Okay. Toute la partie comptabilité, comment on ouvrait une entreprise, comment gérer toutes les formes de TVA, le juridique. J'ai tout étudié. C'est pas en mode j'ai un super truc et voilà, quoi. On se moquait de moi, tu sais pourquoi? Parce que j'étais toujours avec ma calculatrice. Avant de monter ma société et mes écoles, j'étais tout le temps avec ma calculette à calculer les différents trucs, les différentes formes juridiques, pourquoi il fallait utiliser et pas ça, et pas ça, et pas ça, et tout. Et le fait d'avoir tout étudié, mais pendant des mois, les différentes formes, si je fais tant de chiffres d'affaires, combien partiront aux impôts, combien par à l'URSSAF, combien est-ce que c'est intéressant, je veux dire, sur la partie personnelle, sur la partie sociétaire. Et j'ai creusé le truc. Et puis, les gens, ils se moquaient de moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais surveillant en même temps. En étant de monter ma chorale, et je cumulais 3 jobs, en fait. Okay. J'étais éducateur spécialisé pour un centre de toxicomanie alcoolique. Je donnais des cours de guitare et de chant. Je montais ma chorale. C'était ma première année. Et en plus, j'étais surveillant. Et moi, je prenais toutes les permes. Okay. Tout ce que les autres ils voulaient pas, moi je voulais. Pourquoi? Parce que j'étais tranquille sur un bureau, je surveillais les élèves et j'étudiais toutes les comptabilités, toutes les formes juridiques au niveau de la société, quoi, des différentes sociétés. Et là, en fait, j'ai commencé à être calé, puisque même quand j'étais voir mon expert comptable, en fait, il a vu que j'en savais plus que la moyenne des clients, quoi. Et jusqu'au moment où, en fait, ça a été marrant, c'est que mon premier expert comptable, je lui montrais ses erreurs. J'ai dit attention, ici c'est faux. Non, c'est pas une TVA, là c'est du 2-1, c'est pas du 20. J'ai dit j'ai dit non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Mais j'ai dit mais par contre, je lui ai dit ne me lâchez pas. Je vais dire il faut que vous soyez. C'était quand même merde. Wow. Mais j'ai rien lâché, quoi. Mais c'est hyper atypique parce que en gros t'as le côté. Ça c'est la partie que la plupart des entrepreneurs un peu créatifs et visionnaires ils détestent. Alors que toi t'as attaqué par ça, quoi. Alors qu'à côté de ça, tu as quand même toute la dimension. C'est le socle. Le socle, il fait que tu es obligé de dire quelle base. Par exemple, toutes les chorales fonctionnent avec des associations. Mais pas la mienne. Elles fonctionnent avec une société. Parce que j'ai compris que avoir une société, j'étais maître de mes projets. Pourquoi j'ai arrêté de travailler dans les églises protestantes? Tout simplement, c'est qu'à chaque fois que je présentais un projet, parce que lorsque j'ai quitté l'école de théologie,
Donc j'ai une proposition pour travailler à Marseille. Je travaille à Marseille, petite chorale, je la prends en main, elle explose au point où la mairie de Marseille en entend parler, me convoque, faites-nous un concert. J'ai dit ok, jusqu'au point où la publiciste de l'OM en entend parler et me convoque. Ça a été un truc de fou, puisque d'un coup elle me dit mais vous êtes qui vous? Et elle voyait un jeune de 22 ans et j'ai dit je suis juste pasteur, j'aime les chorales, j'aime la musique. Elle m'a dit je vous offre toute la publicité. Ok. Et là, quand j'ai monté un gros projet, tous les pasteurs responsables, ils ont paniqué, quoi. Ils m'ont dit, on arrête. Donc, j'ai arrêté. Mais après, j'ai complètement arrêté. Tandis que là, j'ai compris que, pour revenir au début de la structure, que si j'étais en société, je pourrais faire toutes les folies et les dingueries que je veux. Si je suis en association, j'aurai toujours un conseil d'administration au-dessus de moi sur lequel je devrais tellement rendre de compte que si un jour il me bloque, je serai coincé. Et voilà. Ouais, c'est vrai que de tous les entrepreneurs que je connais, toi, tu es vraiment celui qui a poncé les modèles, l'associatif, les différentes structures d'entreprise. Il fallait que tout soit carré. C'est-à-dire, et encore, j'ai mal été conseillé parce que la première fois où je passais tout par ma société pour pouvoir gérer, j'ai eu, comment ça s'appelle, une remise à l'ordre, j'ai envie de dire, parce que moi, j'avais appelé les impôts pour pouvoir demander des autorisations. Donc, j'étais clean au niveau des impôts. Ce que je ne savais pas, c'est que les impôts l'URSSAF ne communiquaient pas ensemble. Moi, je pensais que toute l'administration française communiquait, main dans la main, we are the world. Mais pas du tout, quoi. Et j'ai compris, en fait, que tout ce que j'avais demandé aux impôts, j'étais en règle, c'est-à-dire je payais bien mes impôts de ma société, mais tout ce qui était vis-à-vis de l'URSSAF, c'était des autres règles qu'il fallait respecter. Une fois que j'ai eu ça, j'ai pris quelqu'un qui s'est occupé de moi pour pouvoir m'aider à revenir et à restructurer. C'est pour ça que maintenant, j'ai mes cours qui sont en société et tout ce qui est concert, c'est caritatif au profit d'associations caritatives. Donc, on a ces deux axes. Donc, j'ai dû me continuer, tout réapprendre comment ça se passait, une association et tout, pour avoir les deux branches, quoi. Mais sympa. Parce qu'aujourd'hui, c'est cool. En fait, c'est vrai que là, en ce moment, ma réflexion elle est là-dessus, c'est que moi, je sais très bien faire grandir les choses. Par contre, je me rends compte, comme tu dis, c'est que si le socle juridique, RH, administratif, il n'est pas méga béton, au bout d'un moment, la structure, elle vacille. Complètement. Et en fait, du coup, c'est très frustrant parce que c'est une partie très chiante. Tu vois, là, c'est la phase dans laquelle je suis où je remets des fondations pour pouvoir... c'est très chiant. Et en fait, je rattrape les erreurs. Il n'y a pas le choix. Je veux dire, par exemple, il y a un moment où tu te dis, par exemple, c'était mon cas, où je grossis plus et j'explose tout. Ouais. Mais par contre, ça va avec les problèmes qui vont aller avec. Ou tu fais tout seul et tu t'arrêtes à un certain niveau. Et c'est ce que j'ai fait au début. C'est-à-dire que je suis allé dans toutes les capacités, j'ai poussé toutes mes capacités à maximum parce que j'avais pas encore assez d'expérience sur le côté humain. Parce que gérer une chorale, c'est gérer une société. Je veux dire, donc c'est chaud patate des moments. Pourquoi ? Parce que tu as toutes sortes de caractères. Et dans mes premières années, quand quelqu'un me disait je sais pas si je vais continuer, j'ai pas aimé ce morceau par exemple, j'étais tout de suite affecté, j'avais peur que tout s'écroule et tout. Avec le temps et l'expérience, j'ai compris qu'en fait qu'on pouvait jamais retenir les gens. C'est-à-dire qui même me suivent. En gros, c'était un petit peu ça. Je savais qu'il fallait bien dresser la table, qu'il fallait que le manger soit bon, soit appétissant, voilà. Mais je sais que même si tu prépares la meilleure entrecôte, si tu parles à un végétarien, ça marchera pas. Et moi, je voulais convaincre des végétariens à manger de la viande des moments, tu vois. Et ça allait pas, quoi. Et là, j'ai appris que qu'on pouvait pas plaire à tout le monde, que tout le monde n'aimait pas les grosses chorales, que ci, que là. Donc, j'ai dû restructurer. Ça allait être un de mes... Mais là, tu me fais une transition parfaite sur le sujet des communautés. En fait, une chorale, c'est une communauté. Aujourd'hui, c'est vraiment dans le monde de l'entreprise, de la start-up, c'est une énorme prise de conscience de dire il faut qu'on crée des communautés, parce que la communauté amène une forme de fidélité aussi au service. Mais c'est un énorme défi, gérer une communauté. Parce qu'une communauté, elle se parle, donc ça peut vite partir en couille. S'il y en a 2, 3 pas contents, ça commence à passer. Et justement, là, tu nous as donné un exemple, mais quelles sont, toi, les expériences que tu as fait et si tu devais dresser, en gros, les leçons pour être un bon leader de communauté, ce serait quoi ?
En fait, il y a pas de truc. Ok. Il n'y a pas de truc. La première des choses, ça c'est quelque chose que je crois que un héritage de mon papa, c'est que j'aime vraiment les gens. Ok. J'aime l'individu, j'aime l'être humain en fait. C'est voilà quoi, je veux dire, j'aime vraiment les gens. Aimer les gens, je veux dire, c'est obligatoirement, comment dire, il y a du cœur à cœur parce que ça reste de l'artistique. Ça reste quelque chose, en plus c'est très atypique comme métier en tant que chef de chœur. T'es pas musicien, t'es pas chanteur, t'es entre les deux. Tu vois, je veux dire, et en plus en France c'est tout nouveau, et puis dès que tu parles de chef de chœur choral, ça va tout de suite dans classique, liturgique, je veux dire, ou gospel, mais dans l'idée, ce que je fais moi, c'est tout nouveau, quoi. Plus ou moins, même si ça grossit un petit peu de partout, mais dans l'idée, il y a là où les gens pourront, comment dire, vont te juger et jauger, c'est sur le fait de la réalité de ce qui se passe. Et en même temps, tu vois, tu dis ça, et en même temps, tu as une capacité, et ça, c'est un truc que je veux apprendre, c'est cette capacité à aimer les gens, tout donner, mais c'est pas pour autant tes amis. En fait, non. tu vois. Mais choristes, ils le savent. Parce que moi, en fait, ça, c'est un des gros défis, c'est j'aime les gens, mais en fait, à la fin, tu vois, hier, j'ai fait un événement et à la fin, je me suis senti obligé de rester 3 heures à parler, à écouter les gens pendant 30 minutes et tout. Et en fait, c'est pas ton là, rôle. les gens, c'est ouais, est-ce qu'on pourrait prendre un café et tout. Et en fait, je me dis, bah, en fait, moi, j'ai donné ce que j'avais à donner. J'ai envie de les aimer, j'ai envie de les aider, mais en même temps, à quel moment je mets la barrière de, bah, en fait, non, moi, mon rôle, et si je devais faire des chorales, ce serait ma grosse angoisse. C'est en fait. Mais dans mes formations de chef de chœur, aujourd'hui, il y a 42 chefs de chœur, on passe à 53 chefs de chœur. Quand j'arrive dans les formations, je leur fais déjà tous les points de rappel. Je leur dis, vous n'êtes pas leur ami. Ne touchez aucun choriste. Ne faites la bise à aucun choriste. Ah ouais? Non. Moi, je touche personne. Physiquement, ouais. Physiquement, je touche personne. Quand quelqu'un veut me parler à part, je prends toujours quelqu'un ou je fais en sorte qu'il y ait quelqu'un qui me regarde. Si je m'isole jamais. Ok. Je veux dire, ce sont plein de petites règles. Il y a des personnes qui aiment bien, comment dire, voilà, quand des gens viennent me parler, il y en a qui se rapprochent, je me recule, mais j'hésite pas une seconde. Il y a une fois, par exemple, une personne qui est venue me parler, j'ai dû la pousser, j'ai dit, excuse-moi, tu es trop près. Ça l'a choqué. J'ai dit, mais non, je suis pas ton ami, je suis pas, je suis pas un parent, je suis un professeur, je suis chef de chœur. Et moi, je leur dis en cours. Mais ça, t'as toujours été comme ça ou tu as appris avec le temps? En fait, j'ai appris avec le temps sur l'expérience à cause justement de débordements que certains choristes avaient auprès de moi. Surtout que je travaillais avec la gente féminine. À 95%, ce sont des femmes. Je veux dire, il y a, tu sais, un petit peu un idéal. J'avais 22 ans, j'étais chef de chœur, j'étais célibataire, j'essayais de prendre soin de moi. Je veux dire, dans l'idée, un pasteur comme ça, voilà. Et dans le milieu des églises, il y avait ce côté un peu, l'homme à marier, quoi, tu vois. Mais il y en a, j'ai vu qu'il y avait des confusions. Et moi, qui étais un mec très nature, je me suis aperçu que ne pas faire attention, et ben en fait, je me protégeais pas. Et puis, comment dire, il y a une fois, il y a eu un débordement où une personne, elle m'a fait des avances. J'ai dit, oh. Donc, j'ai stoppé tout avec ce choriste, et j'ai stoppé avec tout le monde. J'ai dit, oh, mais c'est quoi ça, en fait? Et donc, je me suis dit, non. Je me mets dans un carré et je reste au mieux. Et ce sont des règles que j'ai endurcies parce qu'au début, je me suis dit, tu peux lâcher. Par exemple, de temps en temps, on m'invitait à manger, j'y allais. Mais en fait, moi, je l'ai eu à table. Ah, mais pas moi. Et puis d'un coup, il m'invitait. Mais moi, j'avais pas envie d'y aller, à faire à tous les repas de tous les choristes. J'y allais pas. Mais pourquoi tu vas pas? Pourquoi nanana? Mais en fait, t'es venu. Et après, au bout d'un moment, j'ai dit non à tout. Parce que je savais que je ne pouvais pas je pouvais pas me permettre d'avoir des amis, en fait. Donc, j'ai durci mon truc où il y a personne qui vient chez moi. Parce que c'est ma maison, c'est ma femme, mes enfants. Je suis ami avec certaines personnes de la chorale, mais personne ne sait avec qui. Je veux dire, pourquoi? Parce que mes amis que j'ai, j'en ai 2-3, hein, c'est tout. Hein. Bah, ces 2-3-là, jamais ils viennent me voir en chorale pour pouvoir me dire bonjour, pour montrer à tous qui sont amis avec moi. Ils respectent. Voilà, ils respectent parce que je leur dis, voilà quoi. Je veux dire, c'est tout ça. Et quand j'explique ça au chef, il pense que j'ai exagéré.
Et là, pendant début d'année, les chorales, elles ont tellement tout augmenté que les chefs, ils m'appellent, ils me disent « Franck, j'ai un problème avec des choristes. » Et moi, je commence par « Est-ce que tu lui as dit bonjour? Est-ce que tu lui as fait la bise? » Bah ouais, parce qu'on n'était pas beaucoup. J'ai dit « Voilà, on y est. » Mais est-ce que toi, tu leur dis de dire clairement les choses? Je ne vais pas vous faire la bise, je ne vais pas parce que c'est les règles et tout. Il y a pas besoin. Il y a pas besoin parce que en fait, quand tu vas à la fac, au lycée, tu te poses pas la question si tu dois faire la bise à ton prof ou pas. C'est ce qui va. Mais tu vois, alors attends, je te pose une question. Comment dire? Normalement, le prof, il est censé à dire boum. Là, je suis invité à un événement, on me demande de prendre la parole, un événement d'entrepreneur. Je suis là un peu avant. On me dit ouais, attends dans la pièce et on te fera rentrer quand c'est ton moment. Puis moi, je suis un peu gêné, tu vois. Et je dis non, c'est bon, je vais discuter avec tout le monde qui vient. Parce que je me sens mal, tu vois. Moi, j'ai envie de connecter avec les gens et tout. Et donc, eux, ils disent bon, ok. Tu vois? Et en fait, je me dis, mais en fait, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Si. Mais en même temps, j'arrive pas à comprendre parce que je me sens hautain, je me sens. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que tu te dévoiles. Les gens ont envie d'un paquet cadeau dans ta situation. Tu comprends ce que je veux dire? Ils veulent un papier cadeau, c'est-à-dire ils rentrent dans le truc, on attend cette personne et on fait monter le truc. Quand je fais des interventions en entreprise, personne ne me voit. Je demande une loge, je suis tout seul et je reste dans ma loge tout seul. Je vais voir personne et personne ne me voit. Okay. C'est interdit, je ne veux voir personne. Même le PDG, etc. et tout, on veut le voir, non, c'est après. Ok. C'est-à-dire, voilà quoi. Et s'ils me voient, je dis bonjour. Je veux dire, c'est-à-dire, parce qu'ils veulent tout de suite un contact, il y en a des PDG et tout. Certains, ils veulent tout de suite, parce que tu as une petite réputation, ils veulent plus de connexion. Ouais. Je suis, voilà, ce truc. Et puis, je coupe en plein milieu, généralement, en disant, excusez-moi, je vais arrêter là. On se voit après. Il faut que je me mette dans le truc, quoi. Et je me casse. Et je me mets tout seul pour l'entreprise. Pourquoi? Bah parce que les gens, ils veulent découvrir un truc. Et après, tu as le challenge. Si tu vois le papier cadeau vélo qui a la forme du vélo... En fait, ça me parle de fou. Et en même temps, ça me challenge. Parce que tu vois, moi, l'image... moi, je suis fils de pasteur. J'ai aussi grandi dans l'église. Et... l'image, c'est le leader humble, tu vois, qui se rend disponible, rien à voir. Qui discute. Moi, j'aime bien ce côté, tu vois, je suis là et les gens me disent, ah, c'est lui. Et tu vois, genre, oh, en fait, il est hyper humble, tu vois. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça rend pas service au projet. Non, pas du tout. Puisque, en fait, ce que tu es en train de faire, c'est ce que je te dis. C'est que t'as un vélo qui est emballé en forme de vélo. Voilà, quoi. On a juste à enlever pour savoir quelle est la couleur. Non, c'est plus excitant d'avoir une boîte que tu dois ouvrir et sur lequel tu as ton vélo et qui ressemble pas à un vélo quand c'est emballé, quoi, tu vois. C'est-à-dire, il y a cet aspect rêve que les gens, ils ont besoin de vivre. Et ça, je le vois en cours. Moi, tous les soirs, hein, quand je te dis que je donne ma vie par cours, tu peux demander à tous mes élèves. Hein. Je sors, je transpire comme un chien, mais pas par la chaleur comme maintenant, là. Je transpire parce que je veux que les gens, ils sortent comme celle de secours en disant « J'ai passé un super moment », qui rigolent, qui est la joie, mais surtout qu'ils aient plus pensé à plus rien parce que je suis là pour donner, comment ça s'appelle, un échappatoire. Ça veut dire, c'est différent quand tu interviens en entreprise, mais il y a le côté échappatoire. Quand tu es en entreprise, en formation, ils veulent découvrir quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Moi, le thème de ma présentation en entreprise, ça s'appelle la partition. Okay. Donc, j'utilise la musique. Je suis pas là en disant, écoutez, tous les managers... je vais vous apprendre quelque chose que vous savez pas. Moi, je leur dis, tu sais, j'ai eu les 20 directeurs de Airbus Eurocopter. 20 directeurs. Les têtes allaient avec la fonction. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois bien. La tête, quand je suis arrivé, je vais dire le challenge de fou, quoi. J'avais quoi à leur apprendre? La seule chose que je maîtrisais, c'était l'humain. L'humain. Et d'arriver à faire passer tout le rappel de l'importance du management et de la valorisation collective et des personnes par le biais de la musique. Moi, je dis, vous savez, dans la musique, il y a ce qu'on appelle les croches, les doubles croches, etc. et tout. Il y a des notes graves, il y a des notes aiguës. Et je commence à expliquer que peut-être vous avez une note aiguë, mais au bout d'un moment, les aigus, ça vous prend la tête.
Parce que donc voilà, ce que vous êtes habitué à avoir que des notes graves. Mais il existe des notes médiums et je leur expliquais, mais dans tout ça, au niveau de l'entreprise, on a besoin en fait des graves, des médiums et des aigus. Et j'explique donc l'importance des caractères et ce que tout le monde peut amener. Mais en fait, je leur dis, après je leur dis, vous savez, je parle que de la musique là, mais ils sont pas fous. Ils savent très bien les messages. Mais le fait de leur dire j'ai pas quelque chose à vous apprendre ou quelque chose à vous apprendre, eh ben c'est d'un coup sérieux. Ils sont assez intelligents pour faire une réadaptation de tout ça. Quoi. Tu viens pas dans une posture d'enseignant. Mais c'est ça. Si on revient à ce sujet, même si tu le fais. Ouais, c'est ça. En gros, ils prennent s'ils veulent. Voilà, c'est ça. Pour revenir sur ce sujet de posture, est-ce que tu crois que c'est quelque chose de culturel? Parce qu'en France, c'est à la fois, tu vois. Quand je vais dans des concerts, souvent, parfois, t'entends les gens dire oui, en fait, dans la vraie vie, en plus, c'est un gars super sympa, il est hyper humble, hyper accessible. C'est vraiment le truc que les Français, ils valorisent. Ou au contraire, non, c'est un énorme salaud, hyper méprisant et tout. Du coup, moi, j'ai toujours entretenu ça en me disant, en fait, le Français, il aime pas la star qui met des distances. Les Africains, ils appellent ça le protocole. Tu vois, ils mettent. Ouais. En fait, le protocole n'a rien à voir avec le côté d'être humble ou pas. Moi, j'arrive pas à dissocier les deux. Ça n'a rien à voir. T'es pas, comment dire, si les gens disent de toi que t'es humble, c'est parce que ils auront vu plusieurs attitudes de ta part, ta façon de parler. C'est ça qui va faire que t'es humble. Mais quand t'es sur scène et que on n'attend pas de quelqu'un de timide. Moi, je travaille avec Patrick Fury actuellement. J'ai eu la chance de faire toute sa tournée. Je veux dire, ce gars, il est extraordinaire, il est super humble. Je veux dire, mais tu le vois dans sa façon de chanter. Mais s'il était humble au point de « je vais pas chanter trop fort parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui seront peut-être dévalorisés ». Non, on attend de lui à ce qu'il envoie, quoi, tu vois. Je veux dire, il va chanter ses chansons corses. Ah, mais quand il va faire Corsica, mais il va envoyer, quoi. Il va pas dire non, mais j'ai pas envie d'être vu comme un orgueilleux. Non, c'est l'attitude qui montre. Et l'attitude, ça, tu peux faire toutes les études de la Terre. Si ton attitude, elle fait que ça va pas, quoi. Et comment tu gères si en fait dans cette distance, en fait toi c'est devenu naturel, mais quel conseil tu me donnerais à moi dans l'apprentissage de ça, tu vois, que ce soit même avec les équipes ou quoi, à réussir à trouver cette juste posture? Déjà, je veux dire, par la définition, je veux dire, qui est le patron, je veux dire, et qui est l'employé. Je veux dire, c'est tout simple, hein, mais en fait, juste avec ça, tu as des règles naturelles, normalement. Moi, au début, ma première année, j'avais tellement mis de cadre que je vous voyais tous les choristes. Tous les choristes, je voyais, j'avais 27 ans, je vous voyais tout le monde. Alors qu'ils avaient tous l'âge d'être mes parents, plus ou moins, je veux dire, dans l'idée. Hein. Mais je vous voyais tout le monde. Et je montrais à chaque fois que j'étais pas à l'aise dans l'idée que quelqu'un puisse me tutoyer, quoi. Ou s'il me tutoyait, il me posait la question, est-ce que je peux tutoyer? Je répondais pas. Je peux te tutoyer? Je vais dire, ouais, je vous écoute. Ça veut dire non. Je dis pas non. Ah ouais, mais le vous fait que je monte à distance. Ça, c'était un peu trop. À la fin de l'année, j'ai compris qu'on pouvait garder ces distances tout autant, mais en utilisant le tutoiement parce que ça reste quand même un loisir. Je veux dire, aujourd'hui, je devrais être dans une position de chef d'entreprise dans un magasin, etc., ou je sais pas. Il n'y a pas la notion de loisir. Là. Donc, certainement que je vous verrai tout le monde. Et je ferai en sorte que tout le monde se vous voit. Vraiment. Pourquoi? Parce que quand le veuille ou non, le vous, c'est très dur à quelqu'un. Vous me prenez la tête. Ça a beaucoup moins d'impact de tu me prends la tête. C'est bizarre, hein? Mais il attaque et il te sort le glaive. Vous me prenez la tête. Vous me prenez la tête. Déjà, la phrase, elle va pas. Je veux dire, vous me prenez la tête, t'as envie d'être... c'est quoi? Ça met une distance. Mais c'est ma vision des choses, hein. Je veux dire, c'est en fait, en t'écoutant, je pense que mon challenge, il est que j'ai le côté relationnel et gagner les cœurs, j'en ai fait un peu mon arme, mais je suis pas sûr. En fait, je me dis, si l'exemple du vouvoiement,
Mais je me dis, mais en fait, après, il va pas acheter mon produit ou il va pas. Tu vois, c'est comme si je mettais une licence. Parce que. Ça dépend à qui tu parles. Mais voilà, ça dépend le contexte. Mais en même temps, c'est aussi faire croire qu'on est quelque chose qu'on n'est pas. En fait, moi, je pense qu'un de mes plus gros défis de mon parcours, c'est d'avoir fait croire à beaucoup de gens qu'on était amis alors qu'on l'était pas. Mais c'est horrible, mais c'est un mensonge. Ben ouais, mais c'était inconscient, tu vois, parce que je voulais pas être méchant. Ouais. Alors que là, en fait, je me processe en même temps en t'écoutant, c'est une manière très claire, directe, de dire, en fait, on se connaît pas, j'ai délivré quelque chose, voilà, et si ce que je te donne dans ce cadre de cette conférence, de ce projet, de ce salaire, te convient pas assez, que tu veux plus, et que moi, je suis pas capable de le donner, libre à toi de partir. Mais... Ils sont là pour les bonnes raisons. En fait, dans l'idée, c'est le côté la transparence. La transparence vis-à-vis, par exemple, tous mes chefs de cœur, par exemple, c'est transparent, on est tous payés pareil. Voilà. Que tu sois jeune ou vieux, je veux dire, dans l'expérience, je m'en fous. C'est tout le monde a une même grille. Pourquoi? Parce que quand cette grille, elle est limpide, en France, le problème d'argent, c'est vite un problème. Si tu enlèves ce problème, tu as beaucoup moins de problèmes. C'est un truc, par exemple, tu vois, je veux dire, si tout le monde avait la même grille de salaire par rapport à sa fonction, je t'assure qu'il y a beaucoup de personnes sur lesquelles il y aurait beaucoup moins de problématiques, je veux dire, dans les entreprises, tu vois. Mais voilà, quoi. Et de moment, ça ne se jouera pas beaucoup, hein. Ah, il a 1 ou 2 euros de plus, mais pourquoi? Mais tu vois, ceux qui sont, mais pourquoi? Elle ne le mérite pas, il ne le mérite pas, nanani nana, nanana, blablabla. Là, tu perds une demi-journée, plus tout ce qui est semé, etc. C'est nul à dire, hein. Mais le temps. Quand tu as, comment ça s'appelle, autant de tâches à faire, ou quand tu dois gérer, des personnes, moi, je suis à la liste. Il liste les gens. Je dirais, il coche, pour que ça puisse, pour arriver, je veux dire, à gagner du temps. Je vais les aider comme un ami, mais je ne suis pas leur ami, je suis un manager. Je suis un chef d'entreprise sur lequel je vais les aider à évoluer. Mais c'est vrai que là, je trouve pour tout chef de communauté ou personne qui fait un job avec une dimension relationnelle, la tentation de vouloir être pote avec tout le monde pour les fidéliser, pour les embarquer, c'est pas bon. C'est pas bon, mais elle est immense cette tentation. Mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est dans l'association, on a des référentes. Moi, je suis directeur artistique de l'association. Et il y a des référentes, c'est-à-dire dans différentes villes, on a des personnes sur lesquelles on va donner des informations qui pourraient être reliées à différents... Bref, c'est une sorte de pyramide, donc on est obligé pour pouvoir faire en sorte que les informations soient le plus fluides possible. Première réunion des référentes, elles savaient que j'étais là, que je serais là. Et en fait, elles se sont rassemblées pour pouvoir travailler pour l'association et pas pour moi. Peut-être qu'il y en avait 2-3 qui étaient parce que j'étais là, parce qu'il y a un côté aussi, voilà, peut-être, mais j'ai commencé mon discours, tu sais comment? Non. Bonjour, je ne suis pas votre ami et je ne le serai jamais. Voilà. Les gens, ils ont été choqués. Pourquoi? Parce que j'ai dit, on est là, parce qu'on est une association pour le bien des choristes. Et moi, je viens 1 ou 2 fois et après, vous ne me verrez plus. Donc, réfléchissez à savoir pourquoi vous venez là. Ça voulait dire ça, tu vois. Et c'est chaud de dire, hein, parce que c'est voilà, quoi. Ça m'est arrivé de le dire en cours. Excusez-moi, mais je ne suis pas votre ami. Je suis votre chef de chœur sur lequel je dois vous apprendre des voix. Je veux dire, voilà, quoi. Le sentimentalisme, on a appris un chant, mais il y a 2-3 petites erreurs. Et les gens, ils pensent que ça va passer. Moi, je leur dis, ça va le chant, c'est cool. Encore ces 2-3 erreurs la semaine prochaine, le chant, je le raye du programme et vous ne le chanterez pas. Et s'il faut en enlever 1, 2, 3, 4, je le ferai. Et ils le savent. J'ai déjà fait. J'ai dit, c'est un côté dur, mais c'est pas dur. Quel est ton conseil, à part quelqu'un qui m'a contacté via ce que je fais là sur ce podcast, il me raconte sa vie, j'ai besoin d'aide, tout ça. Du coup, je réfléchis, je prie un peu pour ça et je me dis, je vais lui poser 2-3 questions. Moi, ça me permet aussi, c'est un moment où je suis en train encore de discerner où est-ce que je veux aller. Donc, je lui réponds. Et là, il est trop content, merci, nanana. Et puis, en fait, dans sa réponse, il me répond pas vraiment à des questions que je lui ai posées pour l'idée de le faire avancer, mais il se transcende en mode on se ressemble énormément. Avec ma femme, on s'est dit qu'on pourrait venir en vacances à côté. Et là, en fait, il veut devenir ami, tu vois. Moi, là, soit je le snob, je réponds pas,
soit je fais comme toi, en fait, désolé, on sera pas amis. Soit, en fait, je bifurque et je lui fais une réponse un peu neutre où je reviens au sujet. Ton conseil, là? Bah, en fait, la question, c'est pourquoi il veut devenir ami avec toi. Mais j'en sais rien. Les gens, tu sais, des moments, ils ont pas grand-chose. Ils veulent juste connecter, quoi. En fait, voilà, comment dire, il n'y a rien de mal là-dedans. Non. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des choristes qui aimeraient avoir plus de contact. Par exemple, j'ai des choristes qui se font mal voir auprès d'autres choristes. Parce qu'en fait, souvent, ils m'attendent à la fin pour pouvoir parler, pour pouvoir me dire quelque chose, etc. Mais régulièrement. Et tu fais comment, alors? Eh ben, je réponds aux questions. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, des moments, je leur dis, attends, excuse-moi, elle arrive avant. Voilà, quoi. On essaye, mais il y a des gens qui osent même plus venir vers moi parce qu'ils auraient une vraie question, parce qu'il y a des personnes qui veulent quelque part un monopole. Mais personne ne fait ça à mal. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est juste une question... Mais du coup, comment tu le gères? C'est une question de caractère. Tu es obligé d'accepter. Ça fait partir du revers de la médaille. Et moi, je les aime, ces gens, parce qu'ils sont, ils sont gentils. Je veux dire, mais il y a des personnes, par exemple, c'est arrivé une fois où j'ai dit, excuse-moi, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Ben, d'un coup, elle s'est vexée. J'ai dit, mais t'es vexé pourquoi? Parce que une fois sur tous les tels jours, j'ai pas pris le temps de parler avec toi parce qu'il y avait d'autres. J'ai dit, mais t'es pas toute seule. Mais par contre, il faut avoir la force de lui dire, quoi. Et si elle arrive à le comprendre, elle le prend. Mais si la personne n'arrive pas à le comprendre, elle peut partir. En disant, ouais, il se prend pour qui, lui? Alors que, en fait, t'as juste voulu faire les choses bien. Mais tu gères, voilà, c'est comme ça. J'ai 3 enfants, il y en a un qui aime bien rester avec nous, il y en a un autre, c'est de temps en temps. Tu vois, je veux dire, c'est comme ça, c'est des caractères. Faut gérer. Mais au bout d'un moment, tu sais, les gens, comment dire... ils forcent pas trop. Je veux dire, comment dire, ils comprennent. Et puis après, je pense que c'est une histoire de posture. C'est-à-dire qu'en fait, ils savent, toi, t'es devenu à l'aise avec ce rôle-là. Il y a plus de malaise. C'est nul à dire. Par exemple, tu vois, je suis sur un podium en tant que chef de chœur. Les choristes, je veux dire, ils sont à même le sol. Je ne descends jamais du podium pour leur parler. Pourquoi? Parce que je sais que si je descends, je vais dire, je peux vite attirer du monde. Le fait que je sois en posture, je vais me plier, je vais me mettre en 4 pour les écouter parce qu'il y a des choses, parce qu'il y a des moments, c'est des questions basiques, quoi, et ça passe. Il y en a où ça demande un peu plus, et là, je leur dis, attends, envoie-moi un mail pour ça sera plus ça. Mais c'est pas que je suis plus haut que eux. Pas du tout, quoi. C'est juste que il y a un rôle, comment dire, et qui font que voilà, il faut arriver à gérer. Mais sincèrement, c'est cool, ça se passe bien, quoi. Mais les gens, ils me connaissent au bout d'un moment, parce qu'après, on se voit toutes les semaines, les choristes et tout, on se voit. Mais et comment tu as discerné avec ton parcours ceux qui avaient déjà, t'as combien de cercles dans ta vie? T'as dit, t'as 2-3 amis proche. Et est-ce que tu as identifié des cercles ou tu as juste ta famille, 2-3 amis et puis la foule? Ouais, on a toujours plusieurs cercles, naturellement. Ouais, complètement. Je veux dire, c'est... comment dire, c'est chose naturelle. Et tu vois, je veux dire, maintenant que tu es encore plus exposé avec Les Enfoirés, Patrick Fiori, tous ces concerts-là, est-ce que tu as vu encore plus de gens qui veulent connecter avec toi, essayer de rentrer dans ton cercle Dans mes choristes? De façon générale. Non, dans mes choristes, non, ça n'a pas changé. Parce qu'ils ont l'habitude. Disons que c'est pas ça, c'est que je pense, j'espère rester moi-même. Donc, je pense pas qu'ils ont vu une évolution. Ils ont juste peur pour ceux qui je dirige que je parte. Donc ça, c'est super gentil. Mais dans l'idée, non, j'ai pas senti. Par contre, le côté, quand tu sors du concert de Patrick Fiori, d'avoir des personnes qui veulent des photos avec toi, tu signes des autographes et tout, alors que t'es carrément pas connu. En plus, ils sont même pas venus pour toi, parce qu'ils sont venus pour Patrick. Ils me découvrent. C'est honorant sur le moment, mais je peux pas dire qu'il y a une foule non plus. Mais ça va pas plus loin, quoi. Non, je suis pas envahi, non. Je commence à un peu être reconnu sur Toulon, là où j'habite. Donc, c'est marrant. Je vais dire à des gens, voilà, quoi. Ou quand je vais à un magasin, ils me disent, faites penser à quelqu'un et tout. Ou quand je suis sorti des Enfoirés, là, il y a eu une grosse vague. Parce qu'on a eu une grosse émission sur le journal TF1. Et là, je suis passé pendant plus de 9 minutes à TF1 où on parlait avec de Franck Castellano. Ah ouais. Et là, le lendemain, quand j'allais à quelque part, on me disait, mais je vous ai vu, C'était marrant, mais c'était pas envahissant comme Patrick qui vit, quoi. Patrick, voilà, c'est pas la même vie. Hein. On n'est pas... Je suis loin. Et puis, sincèrement, c'est pas mon objectif. En plus, j'ai pas...
Je me nourris pas de ça. Je veux dire, le C'est terme. quoi qui te nourrit, toi? Moi, bah, franchement, c'est de voir les choristes heureux sur scène. Ok. Quand ils sont heureux sur scène et qu'ils sont fiers d'eux, c'est bon, j'ai tout ce que je voulais, quoi. D'accord. Je parle même pas du public, t'as vu? Je parle pas du public. Tu sais pourquoi? Parce que le public, je le sais qu'ils vont aimer. Parce que je sais que les choristes vont se donner à fond. Mais quand ils se donnent à fond et qu'eux-mêmes, ils vivent des choses, ben voilà, combien de fois j'ai vu des choristes, je les dirige et ils pleuraient en même temps. Parce que le chant, il les percutait, etc. Ou être fiers d'eux. Moi, j'ai vu des choristes descendre de scène où les enfants se jetaient dans les bras de leurs parents, de leur mère et pleuraient, mais pleuraient quoi, de bonheur parce qu'ils étaient trop fiers de leur maman, parce qu'ils ça, laisse tomber quoi. C'est génial. Et tu entreprends avec ta femme. Elle bosse avec toi? Ouais, elle bosse avec moi, oui. Elle chante aussi? Oui. Elle, est-ce que c'est... Et elle dirige une chorale enfant aussi. Est-ce c'est toi qui l'as embarquée ou elle aussi, elle était passionnée? C'est cette passion qui vous a connecté? Alors, ma femme est pas du tout passionnée par les chorales. Ok. Non. Tu lui as transmis le virus, quoi. Non, même pas. C'est pas une femme passionnée, ma femme, par définition. C'est quelqu'un qui aime l'ombre. Ouais. Qui, voilà, quoi, au début, pour qu'elle puisse chanter sur scène, c'était limite, on s'engueulait, quoi. Mais chante, purée, j'ai besoin, c'était non, truc et tout. Et après, j'ai dit, est-ce que tu peux me rendre service, s'il te plaît? S'il te plaît? Non. Si elle voulait pas, elle voulait pas. Okay. Et après, j'ai dit, écoute, on va constituer au moins un chant, 2 chants sur lesquels tu me dis, donc, elle me donne une liste de chants qu'elle aime, sur lesquels je dois créer des arrangements, mais elle pourrait jamais on la voit, voilà quoi. Alors qu'elle m'a grave aidé. Parce que pour les conseils, ma femme, je l'appelle le scanner en fait. Ok. Parce qu'elle faisait tous les cours avec moi avant. Elle venait avec moi dans les cours. Elle m'a dit, jamais tu dis que je suis ta femme. Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle voulait pas. Elle voulait pas qu'on dise c'est la femme du chef. D'accord. Donc, elle m'a dit, jamais tu me présentes pas, rien, je vais en cours. Donc, elle venait et personne savait. Il y en a, ils savaient même pas qu'il y avait ma femme dans la chorale, quoi. Je veux dire, c'était un truc de dingue, quoi. Je veux dire, on en était là, quoi. Mais pour elle, pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, j'ai envie de venir chanter. Elle aimait ça en chorale, pas en solo, mais en chorale. Mais elle ne voulait pas avoir de statut, quoi. Et dès qu'elle a su après, c'était trop tard. Les gens, ils l'aimaient pour ce qu'elle était et non pas pour le statut. Oui, tu comprends? Ouais, je vois. Je veux dire, aujourd'hui, elle ne vient plus du tout dans mes cours, mais quand de temps en temps, elle vient, je dis, elle scanne les gens, c'est un truc de dingue. Ok. C'est un truc de fou. Parce que les gens ont des soucis de la vie, etc. Et pourtant, je suis assez sensible parce que je vois tout le monde et tout. Mais elle, puissance 10, quoi. Ah, ouais. Donc vous faites un bon binôme, quoi. Disons qu'elle arrive dans une chorale, je te donne un exemple, elle arrive dans une chorale, hop, elle vient me voir à la fin, elle me dit, telle personne, elle a un problème. Ok. Je dis, non, ça va, elle était souriante. Elle m'a dit, elle a un problème. Ok. Et j'ai arrivé vers la personne à la fin, cas de rien, hein, et je dis, ça va en ce moment et tout, elle fait, ouais. Et d'un coup, je vois que le ouais, il était écorché un peu, tu vois. J'ai dit, non, ça n'a pas l'air d'aller. Elle m'a dit, non, effectivement, ça va pas du tout. Elle m'a dit, il m'arrive un gros problème. Donc, elle m'explique son gros problème, alors que généralement, je demande jamais. Mais elle, ça fait partie des gens avec qui j'ai créé une amitié qui était autre. Et j'ai fait, tu sais, c'est pas moi qui l'ai vu, c'est ma femme qui l'a vu. Elle m'a dit, comment elle a fait? Je ne sais rien, elle scanne tout le monde. C'est marrant, le scanner. C'est bien. Merci, Franck. Merci à toi. Ouais, David, tu travailles sur quoi? Je travaille sur un e-book Uni pour réussir, 50 questions pour s'organiser une petite soirée en amoureux pour les couples entrepreneurs. Moi, je crois fort que la conversation crée l'union et que l'union crée la force et que c'est en discutant qu'on apprend à aligner nos projets. Et quand on est des parents entrepreneurs, on a besoin d'être alignés parce qu'on a peu de temps. Et donc, c'est important que les cœurs soient de concorde, ils aillent dans la même direction. J'ai fait cet e-book parce que c'est super les conseils où il faut bosser comme un chien, se donner à 1000 à l'heure. Mais en fait, quand on a une famille, nous 4 enfants, ça fait 15 ans qu'on est mariés. On a monté 2 sociétés, on avait plus de 60 salariés. La vie, elle va très très vite. Et du coup, c'est important d'avoir des temps de qualité. Et du coup, ce que je te propose, c'est un e-book
gratuit avec 50 questions qui sont un peu une base de discussion. Parler du boulot, de vos aspirations, de vos limites, vos projets pour le futur. Ça peut être un dîner, ça peut être un long voyage en voiture. Moi, j'aime bien, quand on a des longs voyages en voiture, de pouvoir avoir une liste de questions. Et c'est un e-book gratuit. Et puis, quand tu t'inscris après ça, je t'envoie une série d'emails avec des pensées sur ce sujet du couple entrepreneur et des ressources pour pouvoir progresser, aligner ton cœur. Et parce que je crois vraiment que dans l'unité du couple, eh ben, il y a de la force, et on le voit avec des gens comme Alex et Leila Hormozi. C'est des couples qui sont beaucoup plus forts que les autres parce qu'ils sont unis, ils sont alignés, ils sont complémentaires. Et l'idée, c'est de t'aider à faire ça. Alors télécharge cet e-book, c'est gratuit, ça se passe en dessous.